Ok. Alors, question suivante. Euh, Quelle est la cohérence, ou plutôt la crédibilité, je dirais, sur la résistance fictive russe, sachant que Medvedev a appelé à une monnaie mondiale lors du sommet de l'Aquila et que la Russie construit le gouvernement mondial avec la communauté eurasienne, qui est, comme l'Union européenne, un gouvernement régional eurasiatique avec un projet de monnaie régionale, le rouble régional. C'est la question telle qu'elle est formulée. Donc, êtes-vous au courant de ces faits? Oui, alors ça, ce sont les gens qui disent ça et qui croient ça, qui est une interprétation un peu abusive de la proposition de Medvedev, sont les adeptes de Pierre Hillard et aussi peut-être du libre penseur. Je ne crois pas à cette théorie. Je crois que ce qu'a proposé Medvedev, c'est comme un peu ce que propose Chavez. C'est une coalition qui a plutôt à voir avec comment dirais-je, le club de Shanghai, une coalition de nations pour essayer de résister à l'hégémonie de l'empire thalassocratique américano-sioniste et protestant, et qu'en fait ils essayent de monter des structures alternatives et de résistance. Mais de là de dire que ces structures alternatives de résistance sont en réalité intégrées, exactement comme les gens qui diraient que l'URSS a été montée par le capitalisme pour finalement généraliser un salariat d'État et qu'après on avait déjà anticipé dès 1919 sur le virage Gorbatchev puis Elstine, je pense que ça c'est une théorie délirante. Moi je connais bien la situation russe, je suis proche de Russes, proche du pouvoir poutinien, et je ne crois pas du tout que Poutine soit un agent du nouvel ordre mondial et qui fasse en réalité partie des Illuminati et qui travaille finalement à l'unification du monde sous l'emprise Illuminati. Mais je crois simplement que les gens qui résistent à l'empire mondialiste essayent de monter des coalitions alternatives et que quand Medvedev propose une monnaie, c'est pour essayer de proposer une monnaie alternative à la Mero qui est en train de se mettre en place pour succéder au dollar afin de contrer la stratégie américano-impériale. Et cette lecture qui consiste à dire que Medvedev finalement travaille la main dans la main, est une interprétation abusive de ce que fait Medvedev. Alors je ne dis pas que j'ai la certitude qu'il se trompe, mais moi je ne crois pas à cette théorie complotiste intégrale qui voudrait croire que finalement tous les pouvoirs du monde travaillent à l'hégémonie mondialiste, y compris Poutine, et finalement y compris Ahmadinejad d'ailleurs qu'on met dedans, y compris comment il s'appelle, Chavez. Je crois que ça c'est une interprétation un peu délirante. Et je le redis, quand Chavez veut s'opposer à l'hégémonie nord-américaine et à la doctrine Monroe et au projet d'unification du Canada, des États-Unis d'Amérique et du Mexique, qui est un projet qui est en cours en ce moment, avec une monnaie unique qui s'appellerait l'Amero, eh ben, il essaye de proposer un projet de résistance de même échelle, et donc il propose une alliance au Brésil à l'Argentine, etc. Mais il le fait pour résister à ce projet impérial. Car pour résister à un projet impérial, il faut accumuler une force d'opposition à peu près comparable. Et je vous dis, l'interprétation de Pierre Hillard, qui est, je crois aussi c'est l'interprétation de Penseur, c'est de dire qu'en réalité, ils travaillent à cette unification de leur côté pour opérer la jonction finale. Je crois, moi, c'est un mélange de croyances, de culture et d'intuition, que Chavez ne travaille pas pour le nouvel ordre mondial, ni Poutine. Hein. Je pense que Poutine est un nationaliste russe, et je pense que Chavez est un révolutionnaire sud-américain. Voilà. Mais là, bon, c'est ma conviction. Je pointe du doigt, moi, un complotisme qui va trop loin. Je sais sur quoi s'appuie la question qui a été posée, c'est sur les conclusions de Pierre Hillard, et je crois aussi les conclusions du libre penseur, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux, bien que je sois d'accord avec eux sur des tas d'autres points. Voilà. Très bien. Alors une autre question dont l'auteur n'a pas donné son pseudo. Pourquoi avez-vous refusé de débattre avec Jean Robin? Je vous répondre très, très clairement. Moi, j'ai donné la parole à Jean Robin, qui est intervenu dans une université d'égalité et réconciliation, parce qu'il avait écrit un livre très intéressant sur la judéomanie. Il disait en fait que de faire des Juifs de France une communauté incritiquable et au-dessus de tous travaillait à la résurgence de l'antisémitisme. Je trouvais que cette thèse était valable, qu'elle était vraie, parce qu'elle permettait à la fois de lutter contre le CRIF et en même temps de lutter contre l'antisémitisme. Donc, Jean Robin me paraissait quelqu'un de très sain, avec qui j'avais plaisir à dialoguer et à qui je donnais la parole. De même que quand Elisabeth Lévy se réclamait de Marc Bloch, c'est-à-dire des juifs patriotes français, pour ceux qui ont de la culture, j'étais tout à fait content de dialoguer avec Elisabeth Lévy dans le cadre du patriotisme français. Voilà. Mais aujourd'hui, il se trouve que Jean Robin s'est déclaré sioniste. Voilà, hein. Bon, moi, je ne vois pas d'intérêt de discuter avec les sionistes. Moi, je les combats. Donc, je ne vois pas pourquoi je serais allé donner une tribune à Jean Robin pendant les élections
où déjà on se battait contre tous les sionistes du monde avec notre liste antisioniste, je ne vois pas pourquoi je serais allé donner une tribune à Jean Robin, qui n'a pas de légitimité, pour me proférer les arguments sionistes. Les médias du monde entier occidental sont déjà sionistes et ont subi la propagande sioniste en permanence. Ce n'est pas à moi, Alain Soral, de créer un espace médiatique à Jean Robin pour qu'il puisse comment dirais-je, me faire de la propagande sioniste. J'aurais bien rencontré Jean Robin si RTL ou une autre radio, ou même lui-même, avait organisé le débat. Mais il me demandait, moi, alors qu'on faisait une campagne très dure avec la liste antisioniste, où nous avions déjà tous les sionistes de gauche et de droite, plus les faux antisionistes de chez Besancenot sur la gueule, je lui ai dit simplement, je n'ai pas aucune raison, ni l'énergie, ni les moyens de te donner un espace pour me critiquer. Ça n'a aucun sens. Pourquoi le ferais-je? Voilà. Et depuis que j'ai fait ça, Jean Robin, que j'avais aidé, à qui j'avais donné des tribunes, me tire à boulet rouge dessous. Alors moi, je veux dire, voilà, je ne débat pas avec Jean Robin, parce que Jean Robin est un sioniste, et que moi, je combats les sionistes, je ne vois pas de raison de débattre avec eux. Pour ceux qui connaissent bien les sionistes, il n'y a pas de débat avec les sionistes. Ils ont une politique systématiquement de la domination par la violence et de mensonges et de diabolisation. Ils ne dialoguent pas. Donc moi, je ne dialogue pas avec Jean Robin sioniste, et d'autant plus qu'il me demande simplement de lui donner le peu de temps de parole que j'ai, de le lui offrir. Moi, je dis simplement, si Jean Robin nous organise un débat à la télévision, je viendrai débattre avec lui, mais ce n'était pas le cas. Voilà. Et je suis aussi très étonné de découvrir que Jean Robin, après avoir été, comment dirais-je, le théoricien de la judéomanie, se retrouve sioniste, comme j'étais très étonné de découvrir qu'Elisabeth Lévy, qui se réclamait de Marc Bloch il y a 3-4 ans, aujourd'hui est une sioniste qui dit en gros, les Juifs sont un peuple qui ont droit à un pays et ce pays est Israël. Moi je dis, très bien, j'enregistre, mais à ce moment-là, Elisabeth Lévy, il faut que tu ailles dans ton pays, c'est en Israël, et puis que tu lâches la place que tu occupes en ce moment dans les médias français. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes comme moi, français de souche, qui aimeraient bien avoir une place dans les médias. On est très minoritaires, nous les Français, dans les médias français, pour ceux qui comprennent bien ce que je veux dire. Donc voilà, donc moi, je n'ai aucune raison de donner mon maigre temps de parole à un militant sioniste surtout de fraîche date, qui s'appelle Jean Robin, qui en plus n'a pas tellement de légitimité pour parler de sionisme, parce qu'à la limite, je préfère parler de sionisme avec par exemple William Goldnadel, qui est, je crois, du numéro 1 du Likoud France, avec qui j'ai plusieurs fois débattu, et qui au moins représente quelque chose. Jean Robin ne représente rien, je veux dire, personne ne l'a mandaté pour débattre au nom des sionistes en France. Il essaye de se créer, d'exister, je dirais, en m'agressant et d'autres en ce moment, parce qu'il a envie d'exister, c'est son problème, mais qui se démerde. Je veux dire, moi, voilà, je ne suis pas là pour aider Jean Robin à exister comme énième militant sioniste parmi les milliers de militants sionistes qui se proposent aujourd'hui en France, d'ailleurs, l'immense majorité venant de la communauté, je dirais, française non juive. Hein. Il y a vraiment beaucoup de vocations. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question.